Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des bonnes nouvelles du féminisme. Oui, le mois dernier, je n'ai pas sorti de vidéo sur les bonnes nouvelles du mois parce que j'ai dédié mon temps et mes ressources à autre chose, notamment aux bonnes nouvelles de la décennie. Pour la voir, c'est ici. Et on passe tout de suite aux bonnes nouvelles qui indiquent le cap à suivre, le futur, c'est par ici. Direction le Japon pour commencer, où le ministre de l'Environnement, Shinjiro Koizumi, a annoncé son intention de prendre un congé paternité. Il faut savoir que le Japon est théoriquement progressiste en matière de congé parental, puisque chacun des parents a le droit à 1 an après la naissance de l'enfant, prolongeable pour 6 mois s'il n'y a pas de place en crèche. Mais entre la loi et la pratique, il y a un monde. L'investissement professionnel étant extrêmement valorisé au Japon, seuls 6% des pères profitent réellement de ce congé paternité et parmi eux, 70% retourneraient au travail au bout de quelques jours, selon des chiffres rapportés par le journal Le Monde. Alors même si le jeune ministre prévoit de prendre un congé de seulement 2 semaines, qui plus est pas consécutive et étalée de manière à faire des journées plus courtes, c'est un pas dans la bonne direction. Espérons que cela contribue à normaliser la démarche, même si le chemin est encore long. Et puisqu'on en est à parler de congé paternité, la deuxième bonne nouvelle y sera également consacrée, mais cette fois-ci en Finlande. Peut-être aviez-vous retenu des bonnes nouvelles du mois de décembre, que les postes importants du gouvernement finlandais sont désormais occupés par des femmes. Et la nouvelle première ministre, Sanna Marin, avait annoncé directement faire de l'égalité sa priorité. Une nouvelle mesure annoncée va dans ce sens puisqu'elle prévoit d'allonger le congé paternité à 6 mois et demi comme le congé maternité. L'un des deux parents pourra donner jusqu'à 69 jours à l'autre, mais ça implique qu'il y aura pour chacun d'eux 4 mois à prendre ou à perdre. Et pour les parents célibataires, il sera possible de cumuler les deux congés. Pour plus de détails sur l'importance du congé paternité pour l'égalité, rendez-vous sur mon compte Insta dans la story à la une qui lui est dédiée. Une victoire pour des sportives cette fois-ci et plus précisément pour les joueuses de la NBA. Elles sont parvenues à obtenir, grâce à leur syndicat, une augmentation de rémunération vraiment conséquente, c'est-à-dire que leur revenu devrait augmenter de 53%. Concernant les chiffres précis, le salaire moyen devrait atteindre environ 130 000 $. Le salaire le plus haut, quant à lui, pourra passer de 117 500 à 215 000 $. Et sur toute une saison, en prenant en compte les bonus, ça signifie que les joueuses pourront cumuler un total de 500 000 $. Pour parvenir à cet accord, elles sont arrivées à la table des négociations avec des idées de sources de revenus diverses. Salaire de base, bonus sur performance, sponsoring par des marques notamment qui s'engagent pour promouvoir la pratique sportive des femmes. Je me note de re-regarder ça pour mes prochaines négociations de salaire. Autre bonne nouvelle, Harvey Weinstein, l'homme derrière les agressions qui avait mis le feu aux poudres du mouvement MeToo, a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle par un jury de Manhattan. À la suite des torrents d'accusations dont il avait fait l'objet, il avait été inculpé en 2018. Comme la majorité des faits qui lui étaient reprochés médiatiquement étaient prescrits, cette inculpation, et donc sa condamnation, repose sur seulement les actes qu'il a commis à l'encontre de Mimi Alehi et de Jessica Mann. La première l'accusait d'un cunnilingus forcé en 2006, la deuxième également d'un cunnilingus forcé, puis de 2 viols en 2013. 4 autres femmes ont aussi témoigné au procès. Dawn Dunning, Terrell Wolfe, Lauren Young et Annabella Sciorra. Harvey Weinstein a cependant échappé à la condamnation pour comportement prédateur ou agression sexuelle en série, qui reposait notamment sur le témoignage d'Annabella Sciorra. Elle aurait pu lui valoir la prison à perpétuité. Ces 2 condamnations peuvent quand même lui valoir jusqu'à 29 ans de prison combinée, mais ses avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Quoi qu'il arrive, il devra affronter un second procès pour d'autres faits en Californie cette fois-ci. Et puisqu'on en est à parler violence sexuelle et cinéma, je voudrais aussi aborder une annonce faite par la Screen Actors Guild, c'est-à-dire le syndicat des acteurs et actrices américaines. L'organisation a publié en ce début d'année de nouveaux standards et protocoles pour l'intervention sur les plateaux de tournage de coordinatrices ou coordinateurs d'intimité. Leur rôle, c'est tout simplement de faire en sorte que les tournages de scènes intimes ou nues se passent le mieux possible, notamment pour les actrices et acteurs. Le document est décrit comme marquant, devant assurer que les acteurs et actrices qui doivent tourner ce genre de scène puissent travailler en exerçant toute leur créativité, sans mettre en danger leur dignité personnelle et professionnelle. A noter que Time's Up, le collectif d'actrices qui s'est créé à Hollywood suite au mouvement MeToo, a lui aussi publié un guide plein de bons conseils pour les personnes concernées, notamment pour faire respecter ses droits, qu'il y ait ou non un coordinateur d'intimité. Toujours dans le milieu du cinéma, mais en France cette fois-ci, peut-être avez-vous suivi les rocambolesques rebondissements qui ont précédé la cérémonie des Césars. Notez d'ailleurs que je tourne cette vidéo avant la fameuse cérémonie. C'est-à-dire qu'entre les nominations de Polanski et l'opacité qui règne visiblement au sein de l'Académie des Césars, il y avait de quoi se dire que pas grand-chose ne bouge dans le cinéma français.
Mais un vent de changement s'est levé en ce mois de février avec la démission collective des membres du conseil d'administration. Le communiqué annonçait que l'Assemblée générale qui se réunira après la cérémonie du 28 février 2020 pourra élire une nouvelle direction pour préparer ainsi sous l'égide du CNC, le Centre national du cinéma, les modifications des statuts fondateurs de l'Association pour la promotion du cinéma et mettre en œuvre les mesures de modernisation annoncées. Peut-être de quoi permettre une meilleure représentation et des récompenses attribuées de manière plus équilibrée ? Départ pour le Maroc cette fois-ci, où là encore des voix s'élèvent contre les violences sexuelles. Ce sont les femmes elles-mêmes qui, à l'appel entre autres du collectif Mazaktash, ont commencé à publier leurs témoignages. Selon une enquête du ministère de la Famille marocain publiée en 2019, 54% des femmes marocaines ont déjà été victimes de violences. Parmi elles, seulement 28% se seraient adressées à une autre personne ou à une institution, et seulement 6% auraient porté plainte contre leur agresseur. D'où l'importance de briser le silence pour faire disparaître la honte qui fait taire les victimes. Retour en France, où les règles font leur entrée au Parlement. Et oui, les menstruations font l'objet d'un rapport d'information élaboré par les députés Laetitia Romero-Diaz et Bénédicte Taurine, toutes les deux membres de la commission parlementaire aux droits des femmes. Elles ont fait 47 propositions qui touchent aussi bien la composition des produits hygiéniques que les taxes qui leur sont appliquées ou encore l'endométriose, cette maladie mal connue qui touche pourtant environ une femme sur 10. Surtout, les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Christelle Dubos ont annoncé l'expérimentation de la gratuité des protections périodiques dans certains lieux collectifs avec un budget alloué de 1 million d'euros. Le but est de venir en aide principalement aux femmes touchées par la précarité menstruelle. Pour entendre des témoignages des personnes concernées, tu peux d'ailleurs aller voir par ici. Alors oui, comparé à l'Écosse qui va potentiellement rendre les protections hygiéniques gratuites pour toutes les femmes, on n'y est pas encore. Mais c'est quand même une avancée plus que notable. On part pour l'Égypte où une avocate a obtenu gain de cause concernant la répartition de l'héritage de son père entre ses frères et elle-même. Là-bas, c'est actuellement la loi coranique qui régit la répartition de l'héritage et ce, même pour les non-musulmans. C'est-à-dire que les hommes héritent du double de la part des femmes. Malgré une jurisprudence établie il y a quelques années qui avait permis à une femme copte d'obtenir une répartition égale, celle-ci n'est généralement pas appliquée. Mais Oda Nasrallah pourrait changer la donne. Cette avocate vient d'obtenir gain de cause dans la répartition de l'héritage de son père entre ses frères qui la soutenaient et elle-même. Le jugement a été confirmé début 2020 et on peut donc espérer qu'il aura davantage d'effets en tant que jurisprudence à l'avenir pour que les 10 à 15% de coptes égyptiennes bénéficient d'une répartition de l'héritage égale. Pour finir, une histoire qui peut paraître anecdotique mais qui m'a un petit peu redonné foi en l'humanité. Martha Phillips est une infirmière au centre médical Peace Health Saint-Joseph aux États-Unis. Une partie de son travail consiste à examiner des victimes de viol venues faire constater leur agression. Parfois, les vêtements, voire les sous-vêtements de ces femmes sont conservés en guise de preuve. C'est après avoir observé l'une d'elles repartir dans une tenue d'hôpital trop grande pour elle, se tenant la poitrine parce qu'elle avait dû laisser son soutien-gorge, que Martha a pris une décision. L'après-midi même, avec son propre argent, Martha a acheté un stock de sous-vêtements pour que les prochaines n'aient pas à subir ce traumatisme supplémentaire. Un appel sur les réseaux sociaux plus tard et l'hôpital avait reçu une quantité de dons suffisante pour permettre de couvrir les besoins sur un an. Comme l'a dit Martha à la journaliste du Washington Post qui l'a interviewée, Katy Free, les femmes qui ont subi des agressions sexuelles sont déjà suffisamment traumatisées comme ça pour ne pas subir cette épreuve supplémentaire. L'hôpital s'est depuis engagé à fournir ces sous-vêtements une fois que le stock de dons serait épuisé, en espérant que d'autres soient inspirés par cette démarche. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette édition vous aura fait du bien pour commencer le mois de mars avec du baume au cœur. Évidemment, comme d'habitude, un certain nombre de bonnes nouvelles sont passées à la trappe. N'hésitez pas à les partager ici en commentaire ou sur Insta en me taguant, je me ferai un plaisir de les relayer. De même bien sûr pour celles dont vous entendrez parler au mois de mars. Big up d'ailleurs à Gigi qui m'a soufflé celle sur le congé parental en Finlande. Moi, je vous retrouve ici bientôt. En attendant, n'oubliez pas, partagez les bonnes ondes.